Comme chaque année, je vous propose un récap de tous les moments mode marquants de l'année, tous les moments mode qu'il ne fallait pas louper. C'est devenu notre petit rituel pour être sûr d'être à jour. Et on va commencer tout de suite avec le défilé qui a marqué l'année 2023. Bien évidemment que ça ne pouvait être que le défilé Louis Vuitton homme par Pharrell Williams. Il a littéralement fait exploser tous les compteurs et il faut dire que depuis le décès de Virgil Abloh en novembre 2021, la marque proposait beaucoup de défilés hommage, ce qui était plutôt intelligent puisque ça permettait de faire perdurer l'esthétique de Virgil Abloh qui était très appréciée et en même temps inconsciemment de préparer les fans au fait qu'il allait être remplacé et d'aller même encore plus loin en faisant monter un petit peu le suspense et en créant presque une hâte de savoir qui allait être le prochain. Du coup en 2022 il y a eu pas mal de spéculations, les noms qui ressortaient le plus étaient ceux de Kanye West et de Martin Rose, mais on le sait en général quand il y a une rumeur qui tourne un peu trop, c'est rare qu'elle se concrétise et finalement en janvier 2023, donc vraiment en tout début d'année, la marque a proposé un défilé en co-création avec Colm Dylan qui est le créateur de la marque Kid Super et ce défilé a plutôt bien été accueilli, il a plutôt été apprécié, surtout qu'il y avait Rosalia, c'était un show vraiment à la Virgil Abloh et on a tous pensé que Louis Vuitton allait peut-être faire des collections en co-création avec d'autres créateurs, un peu comme le fait Jean-Paul Gaultier par exemple. Le format collaboratif marche assez bien actuellement, d'ailleurs même la marque Lanvin s'y est mise, donc ça aurait pu être totalement cohérent, mais coup de tonnerre, en février 2023, la marque Louis Vuitton a enfin annoncé qui allait succéder à Virgil Abloh et ce n'était autre que Pharrell Williams. Comme vous vous en doutez, c'est un choix qui a énormément fait parler, que les gens soient heureux ou déçus. Ça a créé la surprise, surtout que Pharrell Williams est plutôt connu dans l'industrie musicale, alors qu'en réalité le monde de la mode lui est plutôt familier, puisqu'il a déjà créé 2 labels de mode en collaboration avec Nigo, qui est actuellement le directeur artistique de la marque Kenzo, et ces 2 labels ont eu pas mal de succès dans le début des années 2000-2010. Mais en plus, Pharrell Williams a déjà pas mal fait de collaborations avec des marques de mode assez reconnues comme Moncler, Tiffany & Co, Chanel ou Louis Vuitton. Là où ça a pas mal fait débat, c'est le fait de choisir une personnalité potentiellement pour sa notoriété qui est déjà bien installée, au détriment peut-être de jeunes créateurs ou de personnalités qui ont fait des études dans la mode et qui attendent leur tour. C'est un débat qui est totalement légitime mais sur lequel on reviendra un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce choix était un superbe coup marketing étant donné qu'il s'agissait du défilé le plus attendu de l'année 2023 mais également le défilé qui en termes de data a eu le plus d'impact sur cette année. Pour vous faire un rapide récap, c'est un défilé qui a eu lieu le 20 juin et Pharrell Williams sait l'importance des réseaux sociaux, donc quelques jours avant le défilé il a commencé à teaser la collection, à poster des photos, à poster des vidéos, il avait même fait un compte Instagram dédié justement à ce défilé qui se nommait Skateboard et par exemple sur les photos on voyait le nom de Jay-Z, donc on se doutait que Jay-Z allait être là, etc. Donc ça faisait monter un petit peu la pression. En plus, comme le défilé s'est déroulé à Paris, une partie des quais de la Seine ont été fermés pour l'événement. Mais pareil, on voyait l'installation du catwalk, donc les gens prenaient en photo, c'était beaucoup repartagé sur les réseaux sociaux. Plein de stars commençaient à arriver à Paris. Rihanna, Asa, Beyoncé, Jay-Z, LeBron James, Zendaya, DiCaprio, Kim Kardashian, enfin bref, tout ça, ce n'est qu'un petit échantillon de toutes les célébrités qu'il y avait. Donc encore une fois, ça apporte énormément de visibilité. Rihanna, on s'en doutait puisque il avait choisi comme égérie de sa première campagne pour la marque, pour Louis Vuitton et d'ailleurs c'est un choix qui encore une fois pas mal fait parler, déjà parce qu'elle a énormément d'influence et énormément d'impact sans faire grand chose et en plus de ça c'était un choix plutôt audacieux de choisir une femme pour ses collections hommes. Résultat, le défilé était retransmis en live sur les réseaux sociaux et ça a réuni plus d'1 million de personnes, ce qui est assez énorme et la première impression générale a été assez positive. C'était plutôt un pari réussi pour Pharrell Williams. On a hâte de voir en 2024 ce qu'il nous réserve, s'il va réussir à perdurer, à continuer sur sa lancée, mais je le sens bien.
On peut dire que la marque Louis Vuitton a fait une très bonne année, étant donné qu'en réalité, ce n'est pas le seul défilé de la marque à avoir fait sensation. On a également eu le défilé croisière à Isola Bella en Italie, le défilé pré-fall qui a été proposé à Séoul en Corée, ou encore le deuxième défilé de Pharrell à Hong Kong. Et c'est donc une très bonne porte d'entrée pour moi pour vous parler du fait que les marques choisissent de plus en plus d'aller faire leur défilé à l'étranger. En général, on le sait, ce sont les défilés croisières qui se font dans des destinations inédites et grandioses. C'est d'ailleurs un peu la grosse valeur ajoutée de ces défilés. Mais là, depuis l'année dernière, les marques exportent de plus en plus leurs défilés. Et là où on aurait pu penser que c'était une réaction un peu post-pandémie, l'envie d'aller découvrir le monde, d'aller voyager, faire des défilés grandioses, là où pendant un certain temps, les marques ont dû se digitaliser au maximum. En réalité, ça ne semble pas s'arrêter là pour 2024 et ça a même l'air de se généraliser. Cette année par exemple, donc hors défilé croisière, on a eu Balenciaga à Los Angeles avec une mode très californienne, stéréotypée, comme à l'habitude de proposer Demna. On y retrouve par exemple des caricatures de Paris Hilton ou de toutes les stars qui vont au yoga, fitness. On a également eu Versace à Los Angeles. C'est un des shows qui a généré le plus de vues d'ailleurs, avec cette robe qui a été portée par Lady Gaga un peu plus tard dans l'année aux Oscars. On a également Dior qui a proposé un défilé à Mumbai en Inde, sachant que l'Inde a souvent été une source d'inspiration pour les directeurs artistiques de Dior, mais cette fois-ci Maria Grazia Chiuri est allée un petit peu plus loin en tentant un hommage vraiment à 360 degrés, déjà en allant directement sur place. D'ailleurs le lieu a été mis à disposition grâce à une collaboration avec la direction du tourisme du gouvernement. Il y avait également une performance musicale composée de mantras indiens et hindous. Il y avait des invités qui avaient un lien avec l'Inde, les broderies étaient faites avec le soutien d'une école qui transmet de génération en génération le savoir-faire artisanal de l'Inde. Et pour finir, on a Chanel qui est allée à Manchester pour son défilé métier d'art et Virginie Viard a vraiment rendu un hommage à la culture anglaise. Et on se rend vite compte que si les marques adorent s'exporter pour avoir un paysage un peu waouh, pour faire parler, faire venir les invités, enfin créer vraiment l'événement autour d'un défilé, les villes et les offices du tourisme sont également demandeuses de ce genre d'événements, puisque par exemple le défilé Chanel a vraiment eu des retombées économiques pour la ville de Manchester et ils espèrent même que ces retombées vont avoir un impact sur le plus long terme. Et on peut faire un constat similaire pour le défilé Louis Vuitton Homme qui avait pour but de redorer le blason de la ville qui a du mal à retrouver son image de destination shopping de luxe à cause de la pandémie. C'est vraiment du donnant-donnant et même si c'est vraiment pas écologique, pour le coup on fait un pas en arrière. Ce type de collaboration voyage va continuer je pense en 2024 puisque Louis Vuitton a déjà prévu un défilé à Shanghai et Dior à Hong Kong et d'ailleurs on le sait, l'Asie représente une énorme part de marché pour la mode de luxe, donc ces destinations ne sont pas vraiment anodines et ça va également de pair avec l'influence grandissante, en tout cas en Occident, des stars asiatiques. Ça a commencé en 2020-2021 avec les stars de K-pop qui sont devenues incontournables, voire indispensables. Les marques ont très vite remarqué que leur puissance sur les réseaux était sans égale, notamment auprès de la Gen Z. Il leur suffit d'être présent à un événement ou à un défilé pour créer un mouvement de foule et surtout il leur suffit d'être vu avec un produit pour créer une rupture de stock. Donc franchement leur impact est vraiment massif, leur puissance médiatique est hyper importante. D'ailleurs on estime que leur impact monétaire médiatique a augmenté de 300% depuis 2022. Résultat, vous imaginez bien qu'en 2023, la plupart des marques ont choisi des stars de K-pop comme égérie ou comme ambassadeur. On a par exemple Jisoo chez Dior, Rosé chez Saint Laurent, Lisa chez Céline ou encore Jennie chez Chanel. Et encore là, je ne vous parle que des Blackpink qui sont d'après moi les plus connus. Mais j'avoue, j'ai encore pas mal de lacunes concernant les stars de K-pop. J'essaie de m'y mettre, d'écouter un petit peu, de regarder des K-dramas, etc. Mais n'hésitez pas à faire mon éducation en commentaire parce que je suis encore un petit peu à la ramasse. Et depuis cette année, ça s'étend également aux stars thaïlandaises qui sont en train de gagner en puissance médiatique. Et on a par exemple Dior qui a nommé Apo et Mile comme ambassadeurs. Et c'est dû à la popularité grandissante des romances queer thaïlandaises. Et c'est un phénomène en réalité qu'on voit également pour certaines stars européennes, comme par exemple Kit Connor qui est l'exemple parfait, qui joue également dans une romance queer, c'est Heartstopper, et qui est de plus en plus sur les défilés et qui a beaucoup gagné
gagné en popularité également. Et on a encore un autre exemple flagrant sur la nécessité pour l'industrie de la mode de s'ouvrir davantage au monde. C'est que par exemple, le Festival de Cannes a été, d'après certaines analyses, l'événement le plus marquant, celui qui a eu le plus d'impact durant l'année 2023. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, malgré le fait que l'événement se déroule à Cannes en France, ce n'est pas en France que l'événement a eu le plus d'impact, mais en Inde, et la présence de célébrités indiennes, d'actrices Bollywood n'y est vraiment pas pour rien. Et vous savez ce qui s'est également déroulé à Cannes? Un autre défilé qui a marqué l'année. La marque Versace a proposé un défilé en collaboration avec Dua Lipa qui se nommait la Vacanza, et la collection était hyper actuelle, vraiment dans l'air du temps, avec beaucoup de roses qui étaient très tendance à ce moment-là, et c'est totalement cohérent avec de toute façon l'ADN Versace. On voit beaucoup de tendances des années 80 à 90, avec aussi des références aux archives de la maison qui plaisaient autant à Dua Lipa qu'à Donatella Versace. Bref, c'était un équilibre parfait entre les tendances du moment, le lieu qui était bien choisi, l'histoire qu'ils ont voulu raconter autour du soleil, des vacances, etc. Et tout ça rehaussé par la présence de Dua Lipa qui a créé l'événement, qui est une célébrité qui fait beaucoup parler et qui a eu une très bonne année mode puisqu'elle était également l'une des personnalités phares du Met Gala. C'est chaque année l'un des événements mode les plus attendus, vous savez que c'est également mon préféré, et cette année tout était réuni pour que l'événement ait particulièrement de l'impact. De un, parce que ça parle à tout le monde, Karl Lagerfeld était une personnalité publique très démocratisée, très connue du grand public, au moins par son esthétique, noir et blanc, sa coupe de cheveux, etc. Mais aussi par rapport à Chanel qui est une marque très réputée, très connue de tout le monde. Donc déjà ça faisait un très bon combo, même si pour les gens qui aiment plus la mode, on savait qu'il y avait des références encore plus diverses, qu'on pouvait aller chercher encore plus loin chez Fendi, chez Chloé, chez Balmain. Ça restait un thème qui était globalement très visuel et très facilement compréhensible, que ce soit des invités qui ont du mal à respecter le thème, même s'ils sont censés être des érudits de la mode, mais surtout pour donc le grand public, pour les spectateurs qui regardent le Met Gala sans forcément s'y connaître en mode. Là c'était hyper facile de comprendre les références et de pouvoir s'investir dans l'événement, de pouvoir partager les looks de ses célébrités préférées tout en comprenant la référence au thème. Et deuxièmement, ce qui va de pair un peu avec ce que je viens de dire et ce qui en découle, c'était facile d'être également glamour, chic, beau d'après les normes. Ça permet d'être repartagé et d'avoir de la visibilité, et là le thème était hyper simple pour ça. Chanel, c'est plein de perles, de tweeds, c'est une esthétique qu'on connaît et que le public aime. Pareil pour Karl Lagerfeld, c'est beaucoup du noir, du blanc avec de la chemise, etc. Et c'est d'ailleurs les références qui ont été les plus prises par les célébrités. Donc en gros, tout était bien foutu pour qu'on en parle, pour qu'on repartage et pour que les tenues soient appréciées globalement du grand public. D'ailleurs, je voulais faire une petite aparté aussi sur l'exposition du Met, parce que bon, le Met Gala, c'est certes un tapis rouge, mais c'est aussi une exposition et je l'ai trouvée vraiment très bonne. Ça fait plusieurs années que j'ai la chance de pouvoir me permettre de faire les expositions du Met en rapport donc avec le Met Gala. Et là, celle-ci, je l'ai trouvée particulièrement puissante, avec en plus les vidéos de Loïc Prigent. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Et cette année, on a eu la chance d'avoir pas mal de bonnes expositions, même en France, avec par exemple le musée des arts décoratifs qui, après avoir fait une exposition sur Schiaparelli, là cette année on a une exposition sur Iris Van Herpen qui est actuellement disponible. Je la trouve vraiment bien faite, bien construite encore une fois. Si vous êtes des fans et pas que d'Iris Van Herpen, elle vaut vraiment le coup d'œil. Et puis on a également le Palais Galliera qui en 2023 a proposé une exposition sur l'année 1997 qui a été une année charnière dans la mode et qui était vraiment sublime. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux puisque j'étais en collaboration avec eux. J'espère que vous avez pu la voir parce que je l'ai trouvée hyper intéressante. Et actuellement vous avez une exposition sur Azzedine Alaïa et le fait qu'il était un très grand collectionneur de mode, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d'avoir été un designer sensationnel, il a été un grand collectionneur de mode. Il avait compris l'importance de conserver le patrimoine mode avant même les musées ou avant même que les marques conservent leurs propres archives. Donc grâce à lui et grâce à son âme de collectionneur, on a aujourd'hui des pièces qui potentiellement auraient disparu sans lui. Moi je trouve cette histoire dingue. Et au Palais Galliera donc vous avez une sélection de certaines pièces de sa collection et vraiment ça vaut le coup d'œil. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir puisqu'elle est disponible seulement jusqu'au 21 janvier. Bref, petit aparté fête, vous savez qui on n'a pas vu à ce Met Gala? J'ai nommé Beyoncé, mais pas d'inquiétude, elle a créé son propre événement mode.
Si dans l'industrie musicale ça se dispute avec les fans de Taylor Swift pour savoir qui a été la plus impactante, dans l'industrie de la mode, Beyoncé gagne la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais son équipe style a fait faire plus de 600 looks. À chaque show, pratiquement, elle avait une nouvelle tenue ou une tenue inédite avec des looks faits par diverses marques, divers designers. On a pu voir du Balmain, du Givenchy, du McQueen, mais également du Jacquemus, du Coperni. Et c'est là où est la force également de cette proposition, c'est qu'on a pu voir des looks de scène faits par des créateurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur ce terrain-là et qu'on connaît plutôt pour des défilés casual, très prêt-à-porter, etc. Donc c'était bien pour eux d'avoir cette opportunité et de sortir peut-être de leur zone de confort pour montrer des propositions différentes. Et parmi tous ces looks, ceux qui ont fait le plus parler, c'est cet ensemble Mugler de la collection, enfin inspiré de la collection Insectes de 1997, qui était sublime, hyper mode, hyper puissant, hyper high fashion, vraiment canon. Et également cette tenue Louis V donc par J.W. Anderson qu'on a vu à presque tous les shows et qui rendait super bien sur scène. J'ai adoré l'idée, c'était à la fois un peu fun mais très mode, j'adore. Et Louis V fait d'ailleurs partie des marques qui ont marqué cette année. Louis V et son directeur artistique J.W. Anderson, qui a également sa propre marque éponyme, font partie des marques qui ont marqué l'année, qui ont fait une excellente année avec des défilés remarquables et remarqués, beaucoup de tendances également qui ont également été beaucoup portées. Louis V a fait une campagne aussi qui a fait le buzz. En plus, ils ont également habillé Rihanna au Super Bowl avec la marque Alaya et cette performance déjà est impactante parce que le Super Bowl, etc., c'est beaucoup regardé, mais en plus, Rihanna a choisi ce moment-là pour annoncer une nouvelle grossesse. Donc autant vous dire que les photos de la tenue et de Rihanna ont énormément été repartagées sur les réseaux sociaux. Donc vraiment une superbe opportunité pour eux. Je trouve vraiment qu'ils ont réussi à être un peu sur tous les fronts. Et c'est pas facile de trouver le juste équilibre, d'être à la fois mode et d'avoir également pas mal d'impact sur les réseaux sociaux. Par exemple, Dior fait de ses décors des réelles œuvres. Ils choisissent de très bons ambassadeurs renommés. Globalement, leurs défilés sont vraiment appréciés, mais sont souvent aussi jugés un peu trop commercial. On peut citer Miu Miu qui en 2023 a réussi à créer pas mal de hits produits et de tendances avec le mini short, la tendance du collant culotte ou la tendance encore écolière, mais à voir s'ils arrivent à vraiment perdurer comme ça sur le long terme. Et puis pour finir, Jacquemus est réellement le roi de la communication et c'est assez dingue quand même de réussir à se renouveler comme ça d'année en année. Chaque fois on se dit mais il va réussir à nous trouver quelle autre idée. À chaque fois il trouve des lieux inédits, il arrive en plus à créer des vrais moments mode avec ses mannequins, avec les invités. Il a fait aussi pas mal de pop-up qui sont de vrais lieux immersifs. Et puis cette année il s'est également pas mal fait remarquer pour sa campagne faite avec un artiste en intelligence artificielle où on voyait des sacs Bambino en forme de bus dans Paris. Ça a tourné sur tous les réseaux sociaux. C'était encore une fois hyper intelligent de sa part. Bref, c'est vraiment la course à celui qui aura la meilleure idée pour être le plus repartagé et le plus visible. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des marques créent de plus en plus des moments mode. Quand je parle de moment mode, je parle d'un happening mode qui a pour but de faire le buzz, à l'instar de Coperni lorsqu'ils avaient peint une robe sur Bella Hadid. Ça avait fait un buzz international, tout le monde en avait parlé, ça avait été le moment de l'année 2022 et donc tout naturellement beaucoup de jeunes marques surtout, même si ça s'étend un peu à tout le monde, tentent de créer elles aussi un moment qui va devenir viral. D'ailleurs, la marque Coperni a elle-même renouvelé l'expérience puisque sur leur défilé automne-hiver 2023, ils avaient des robots chiens sur le set et l'un d'eux a même déshabillé une mannequin. Dans un tout autre style, on a le défilé Avavav qui a proposé un défilé où tous les mannequins se cassent la gueule, tout simplement. On sait qu'en général, lorsqu'une mannequin tombe sur un défilé, c'est beaucoup repartagé, les gens aiment bien se moquer. D'ailleurs, un de mes TikTok sur la chute d'un mannequin sur le défilé Valentino avait fait plus d'1 million de vues par exemple, mais habituellement c'est un peu le pire cauchemar des marques.
Sauf qu'ici, Beat Carlson tourne ce moment en dérision et le transforme même carrément en force, surtout qu'elle est connue pour ses chaussures un peu particulières qui peuvent susciter des questions telles que comment peut-on marcher avec ça? Et là où c'est intelligent, c'est que au départ, on se demande vraiment s'il n'y a pas un souci avec les mannequins, avec les chaussures. Ça met vraiment le doute avant qu'on comprenne et qu'elle vienne elle-même confirmer la supercherie en tombant à son tour. Chez Mugler, ils ont carrément créé une baston entre l'une des mannequins et une personne qui était au premier rang du défilé, et cette baston concernait un sac. C'est devenu un moment viral et ça a été surtout une bonne campagne pour leur sac Spiral Curve qui était en fait le premier sac de Casey Cadwallader pour la marque, donc c'était un moyen pour eux en fait de faire un zoom sur ce sac. Et d'ailleurs on peut le dire, l'entièreté de ce show était un réel spectacle qui a aussi marqué l'année 2023. Bref, vous l'avez compris, plus c'est gros, plus c'est what the fuck, plus c'est un potentiel buzz. D'ailleurs, on a aussi une tendance qui en 2023 a été virale, il s'agit des Big Red Boots de la marque Mischief qui a été portée par énormément de rappeurs, énormément de personnalités. Elles ont fait rupture de stock alors qu'il faut le dire, le modèle est assez particulier. C'est inspiré d'Astro Boy. Au premier coup d'œil, on se dit qui va porter ça, à quelle occasion, comment, avec quoi, et au final, c'est l'une des bottes qui a fait le plus parler cette année. Par exemple, concrètement, sur TikTok, l'hashtag Big Red Boots a fait 95 millions de vues. Mais il y a encore un autre moyen d'attirer l'attention, il s'agit d'avoir un premier rang de folie. On en a déjà parlé précédemment, parfois il suffit d'avoir une seule célébrité pour créer l'hystérie et pour faire parler de la marque, mais la question c'est comment être sûr que le spectateur va passer au-delà de la célébrité pour vraiment s'intéresser à la marque, parce que même si cette dernière porte une tenue de la marque, voire même parfois porte une tenue du défilé en avant-première, il faut vraiment réussir à trouver l'équilibre pour que la célébrité crée le buzz sans voler la vedette à la marque. En 2023, Schiaparelli a trouvé la solution, il crée un moment mode Schiaparelli avant même le défilé Schiaparelli. Je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté de ce look de Doja Cat pour la collection haute couture printemps-été 2023. Ça a demandé 5 heures de travail, il y a 3000 cristaux, c'est un look un peu what the fuck et en même temps hyper mode. Enfin vraiment, c'était un moment vraiment hyper intelligent, hyper audacieux, hyper bien réfléchi. Et pour ce même défilé, on peut citer aussi Kylie Jenner qui s'est fait remarquer avec sa robe tête de lion qui faisait partie tout simplement du défilé. Il s'agissait du look 10, mais lorsqu'elle choisit cette robe, on se doute que c'est pas anodin et que c'est vraiment pour créer un moment mode. Défilé qui à mes yeux a été l'un des meilleurs de l'année, mais qui n'a pas fait l'unanimité et qui a même fait plutôt polémique puisque énormément de personnes se sont demandé s'il s'agissait de vraies têtes d'animaux, s'il s'agissait de vraies fourrures, et quand bien même ce n'était pas le cas, beaucoup ont estimé que ça faisait un peu trop l'apologie de la chasse et des têtes d'animaux trophées. Je pense que là où il y a eu une incompréhension et ce qui a fait sûrement défaut à ce défilé, c'est qu'il y a eu un mélange entre hyper-réalisme et surréalisme, sachant que la frontière est vraiment mince dans ce cas de figure précis, étant donné que les têtes trophées existent, la fourrure, la peau, les écharpes avec une tête de renard existent dans la mode, mais en même temps, est-ce que c'est pas justement parce que ça a choqué et que les têtes trophées dans la mode n'existent pas et que ça semble une idée vraiment cauchemardesque qu'un jour ça existe, qu'on est bien dans le surréalisme? En tout cas, ça prête à débat, mais pour en revenir au premier rang et à Kylie Jenner, elle a proposé un second look, toujours pour Schiaparelli, sur un autre défilé. Celui-ci est cette fois-ci plus normé et il correspond davantage à l'ADN de Kylie Jenner, donc bien qu'il ait été très repartagé, très impactant, il me paraît tout de même moins marquant que le précédent. Une chose est sûre, Kylie Jenner et Doja Cat font clairement partie des personnalités mode de l'année, et on a une autre personnalité mode qui a marqué l'année, qui est venue tout droit de TikTok, j'ai nommé la Tube Girl. C'est un bon moyen de clôturer le sujet sur la relation entre la mode et les réseaux sociaux qui a beaucoup évolué ces dernières années et notamment en 2023. Je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène de la Tube Girl sur TikTok qui est incarnée par Sabrina Bassoun. En l'espace de 4 mois, elle a pris pratiquement 1 million d'abonnés et surtout son concept a été repris par la plupart des utilisateurs de la plateforme et ça s'est même transformé en une espèce de tendance que tout le monde connaissait et que tout le monde faisait, même hors TikTok. Et quand il y a un phénomène comme ça, qu'est-ce que la mode fait?
elle s'en empare. Pas mal de marques ont commencé à l'inviter à leur défilé, à même la mettre en premier rang. On l'a vu chez Boss, on l'a vu chez Valentino, elle a fait une collaboration avec Balmain, avec Vogue, tout ça en l'espace de 4 mois. Je sais pas si vous vous en rendez compte, elle a fait générer des millions de vues aux marques et on estime que son impact monétaire médiatique s'élève à 1,6 million de dollars. Parce que oui, vous l'avez compris, là est tout le sujet. Créer des millions de vues, créer de l'impact et créer du MIV. Tout n'est plus question de data étant donné que maintenant l'impact est mesurable. Là où avant c'était peut-être un peu plus subjectif, où on voyait sur le long terme à quel point un défilé était devenu iconique, avait de l'impact sur la société, etc. Là c'est mesurable presque à l'instant T. Quand il y a un buzz, on voit sur les réseaux sociaux en quelques heures, en quelques semaines, le nombre de likes, le nombre d'impressions, le nombre de repartages. Et tout ça représente de la data pour savoir qui a fait le plus de chiffres, qui a fait gagner le plus d'argent, qui a été le plus repartagé, comment machin. Et en fait, on mesure tout simplement l'impact. C'est pour ça que dans cette vidéo, cette année, je vous parle particulièrement des marques qui ont réussi à faire le buzz ou qui cherchent à faire le buzz, des marques qui s'entourent d'égéries et d'ambassadeurs qui ont une certaine puissance médiatique parce que c'est hyper important actuellement. C'est devenu presque primordial d'être repartagé sur les réseaux sociaux, buzz ou pas buzz, pour faire perdurer sa marque et pour même potentiellement devenir iconique. Il faut avant tout un bon directeur créatif, un bon directeur artistique et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements cette année. Cette année, c'est encore les chaises musicales, il faut s'accrocher pour suivre, je vous le dis. Je vais vous faire un bon résumé, tenez-vous prêts et notez tout. Vous le savez déjà, l'année 2023 signe l'arrivée de Pharrell Williams chez Louis Vuitton. Pour les collections hommes. Par contre, pour les collections femmes, pas de changement, c'est toujours Nicolas Ghesquière et je vais un petit peu plus loin puisque en 2023, ils ont renouvelé son contrat. Donc, il devrait être là encore pour quelques années. Moi, vous savez que je l'adore, donc je suis enchantée par cette nouvelle. Et je pense en plus que l'arrivée de Pharrell Williams va lui donner un petit coup de pied au derrière pour se renouveler encore plus puisqu'il y a des petites rumeurs, des petits oui-dire comme quoi ça lui a mis quand même un petit peu la pression, surtout que Pharrell Williams a mis des silhouettes femmes sur son défilé homme et surtout les coups de projecteur sont vraiment sur les collections hommes de Louis Vuitton actuellement, donc il est obligé de redoubler d'efforts on va dire pour que les collections femmes soient pas à la hauteur mais qu'elles arrivent à avoir la même lumière. On passe ensuite à Gucci. En 2022, Alessandro Michele était parti de la marque et en 2023, c'est Sabato De Sarno qui a pris sa succession. C'est un designer qui travaillait avant chez Valentino et là il a fait son premier défilé pour la marque. Bien évidemment, il y a une rupture brutale avec l'esthétique que proposait Alessandro Michele. Honnêtement, il ne pouvait pas en être autrement. Je comprends que certains d'entre vous soient peut-être déçus, mais on croise les doigts pour retrouver Alessandro Michele et son esthétique quelque part en 2024 et on va laisser sa chance à Sabato De Sarno de faire ses preuves, de voir vers où il veut emmener la marque, ce qu'il a à raconter. Je pense que si on lui laisse sa chance et qu'on revoit un peu nos attentes, il peut être une bonne surprise. On passe ensuite à Moschino avec le départ de Jérémy Scott après 10 ans de bons et loyaux services. Je pense qu'il avait peut-être fait le tour de ce qu'il avait à proposer pour la marque. Il a proposé de très bonnes collections, mais ça a commencé peut-être un peu à tourner en rond et je suis sûre qu'il va avoir plein de belles choses à nous proposer pour d'autres marques ou tout simplement pour sa marque éponyme. Et quelques temps après son départ, la marque Moschino avait annoncé l'arrivée de David Rennes comme directeur créatif et malheureusement il est décédé 10 jours seulement après sa prise de fonction, donc on ne verra jamais ses créations malheureusement. C'est une actualité qui a quand même résonné comme un coup de tonnerre dans la fashion sphère et qui a beaucoup fait parler, même si c'était une personnalité inconnue du grand public. On n'avait pas encore eu l'occasion de voir son travail. Cette actualité a quand même beaucoup attristé les gens parce que au-delà du fait que ce soit une triste nouvelle, on fait facilement une projection de nos propres rêves. On sait que le métier de directeur artistique, c'est un peu la consécration parfois d'une carrière, c'est vraiment ce que certains designers attendent, c'est leur rêve, etc. Et se dire que il a réussi à atteindre ce rêve-là et que malheureusement on ne pourra jamais voir le fruit de son travail, ça rend la nouvelle de son décès particulièrement dramatique. Et concernant la marque, je pense qu'il laisse digérer cette information et cette actualité et très certainement qu'en 2024 ils annonceront son successeur. On a ensuite la marque Givenchy qui a annoncé le départ de Matthew Williams
qui faisait de bonnes collections. J'ai l'impression qu'il avait vraiment une petite team autour de lui qui adorait ce qu'il faisait, mais il n'a pas su conquérir le cœur de plus de clients que ça. Il n'arrivait pas à vraiment se faire remarquer plus que ça. Ses collections passaient toujours un peu à la trappe, donc malheureusement il va être remplacé par quelqu'un, je pense, d'ici l'année 2024. La rumeur court que ce serait Jacquemus, mais comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, quand une rumeur est un peu trop présente, c'est rare qu'elle se concrétise, donc à mon avis, je ne pense pas qu'on verra Jacquemus chez Givenchy. J'avoue que j'y crois pas trop, mais on en reparlera très certainement rapidement. Autre gros départ, il s'agit de celui de Sarah Burton de chez la marque Alexander McQueen, après des longues années de loyauté, puisqu'avant même d'être la directrice artistique de la marque, elle travaillait auprès d'Alexander McQueen en fait, tout simplement. Donc il s'agissait d'un énorme changement pour la marque, et c'est Sean McGear, je suis pas certaine de la prononciation, qui va la remplacer. Il a 35 ans et il travaillait auparavant chez J.W. Anderson. En termes de gros changements, on a également le départ de Tom Ford de chez Tom Ford, avec l'arrivée de Peter Hawking chez Tom Ford, et sinon on a également un changement chez Anne de Meulemester, chez Rochas et chez Blue Marine. Donc vous voyez, ça fait pas mal de changements, et la rumeur dit qu'en 2024 ça devrait continuer. Il devrait y avoir encore pas mal de chaises musicales, avec potentiellement un départ de Kim Jones de chez Fendi. Sans méchanceté aucune, je l'adore, il fait un travail oufissime chez Dior Homme. C'est un designer d'exception, mais pas chez Fendi. Deux choses se dégagent particulièrement de tous ces changements. Déjà, l'arrivée de pas mal de nouvelles têtes, et je pense que Gucci a été précurseur sur la question en faisant confiance en Alessandro Michele, qui finalement a réussi à devenir l'un des designers les plus désirables de notre génération, alors qu'il était inconnu au bataillon il y a encore quelques années, et ça a vraiment marqué un tournant dans la sphère mode, puisque les dirigeants ont compris qu'il ne fallait pas obligatoirement des superstars de la mode pour que ça fonctionne, et que oui, de jeunes talents, des designers encore inconnus pouvaient faire un taf de malade. Là où il y a eu quelques petits soucis, quelques petits couacs, c'est que certaines marques se sont dit ok, on va prendre de nouvelles têtes, mais on va prendre des jeunes créateurs qui quand même ont réussi à se faire remarquer sur les réseaux sociaux, ou ont gagné les prix LVMH, le festival de hier. Sauf que ces personnes manquaient parfois d'expérience, et on attendait d'elles qu'elles fassent des miracles et qu'elles deviennent un peu les nouveaux Alessandro Michele. Ce n'est pas si simple que ça, on le sait, et donc malheureusement il y en a beaucoup qui se sont aussi fait virer à l'appel au bout de seulement une ou deux collections. C'était un peu ahurissant, et il y a aussi des jeunes créateurs qui se sont un peu sentis pousser des ailes, et il y a eu des rumeurs comme quoi certains étaient vraiment exécrables ou avaient des comportements vraiment de merde. Donc c'est tout un challenge pour les marques de trouver vraiment cet équilibre avec des personnalités qui ne sont pas forcément les plus connues, mais qui ont de l'expérience, qui ont des bases solides, et qui ont le potentiel pour devenir justement la prochaine superstar de la mode. Et deuxièmement, avec tous ces changements de directeur artistique, beaucoup se sont demandé où sont les femmes? C'est vraiment la question qui a été soulevée en cette fin d'année, avec notamment le départ de Sarah Burton de chez Alexander McQueen, et donc l'arrivée de Sean McGear. Certains journalistes de mode se sont rendus compte que chez Kering, il n'y avait plus aucune femme à la tête des maisons de mode, et également aucune personne de couleur. On le sait de toute façon, la question de la diversité dans la mode est un sujet omniprésent depuis plusieurs années, et malheureusement le sujet est loin d'être clos. Il y a un autre sujet sur lequel on a beaucoup régressé en 2023, il s'agit de la présence des mannequins plus size sur les défilés, qui a atteint la moyenne de 0 pour la plupart des marques. Alors il faut dire qu'on avait déjà pas mal bataillé pour en avoir quelques-unes sur les défilés. Il y a 2-3 mannequins qui avaient vraiment réussi à s'imposer, avec également des mannequins dits mid-size, c'est-à-dire qui font des tailles entre 40 et 44 à peu près, comme Jill Cortlive, qui a été très présente sur les défilés de 2020 à peu près à 2023, mais là en 2023 ça a été catastrophique. Concrètement, en chiffres, sur la Fashion Week Automne-Hiver 2023, ça donne 0,6% de mannequins plus size sur les défilés. Et encore, les défilés qui ont fait appel au plus de mannequins plus size sont des jeunes marques, des petites marques, ou des défilés à moyenne envergure. La Fashion Week où il y a eu le plus de mannequins plus size est celle de Londres, avec 7% de mannequins plus size et mid-size, avec exactement 1,5% de mannequins plus size.
et 5,8% de mannequins mid-size. Et la Fashion Week qui a été la pire sur la question de la diversité est celle de Milan, avec moins de 2% de mannequins plus size sur les défilés, avec exactement 0,2% de plus size et 1,7% de mid-size. C'est honteux. Et celle de Paris était franchement pas beaucoup mieux. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos l'article de Vogue Business où vous pouvez retrouver tous les chiffres et toutes les statistiques. Vous verrez, c'est assez alarmant. Et en plus, toute l'hypocrisie de ce milieu, c'est que Paloma El Cesser a été élue la mannequin de l'année aux Fashion Awards. Je pense qu'il se moque un peu de nous. Après, vous savez ma position sur la question, mais si jamais, je le répète, les corps minces ne sont pas et ne seront jamais un problème. Je ne veux aucun commentaire qui va dans ce sens. Le vrai problème, le vrai souci, c'est vraiment le milieu de la mode qui ne présente que un seul type de corps et qui tend en plus à nous faire croire qu'il n'y a que ce type de corps qui est beau et qui est désirable. Ça, c'est non. Et en plus, cette année, le constat est encore plus alarmant avec le retour de la tendance héroïne chic, qui est une tendance qui prône, on va dire, un mode de vie qui n'est pas hyper sain, qui est lié aux drogues, à la maigreur, avec un style un peu négligé, le café, la clope au bec. C'était très glamourisé dans les années 90 et ça avait fait des ravages déjà à l'époque. Donc, c'est alarmant de voir que ça revient en force. Et je voulais également profiter de cette vidéo pour mentionner un deuxième bad buzz sur la diversité ethnique cette fois-ci qui a un peu fait parler dans le monde de la mode, mais pas trop en France je trouve. Après, ça reste une actualité assez récente. Il y aurait, selon une enquête, des agences de mannequins qui repèrent des femmes et des hommes dans des camps de réfugiés en Afrique et notamment au Kenya. Et en fait, ils les font venir en Europe pour passer des castings et s'ils font le taf, bah, tant mieux, on les voit sur les défilés, etc. Mais si ce n'est pas le cas, ils les renvoient tout simplement dans leur pays avec, en plus de ça, des dettes. En tout cas, il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. Après, plusieurs agences de mannequins ont réagi en disant que en fait, la plupart des agences de mannequins fonctionnent par endettement. Ils vous repèrent, ils vous font signer un contrat. Là où il y a un problème, c'est que le contrat est souvent en anglais et que les personnes ne comprennent pas forcément l'anglais. Donc, elles signent des choses sans savoir pourquoi elles signent vraiment. Et l'agence paye tout à la personne, mais cet argent, il faut le redonner une fois que la mannequin travaille. Parce que bien évidemment, ça fonctionne très bien pour certaines personnes qui sont repérées et qui finalement sont vues sur plein de défilés, travaillent très bien, font des campagnes, etc. Donc c'est facile de rembourser l'agence. Mais lorsque ça fonctionne pas, c'est difficile de faire le remboursement, surtout quand on est allé chercher des personnes en état de précarité. Après, encore une fois, c'est une enquête qui est assez récente. Pour l'instant, on n'a pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants de toutes les histoires. Par exemple, j'ai vu là, en 2024, qu'il y a un jeune homme qui a fait un post sur les réseaux sociaux qui a beaucoup été repartagé, comme quoi il a défilé pour Louis Vuitton et qu'il est maintenant à la rue. Au départ, on a dit qu'il venait d'un camp de réfugiés. Au final, on se rend compte que c'était une personne qui habitait peut-être à Paris, mais qui vivait déjà dans une grande précarité. Et l'agence Elite a réagi en disant qu'ils ont essayé vraiment de lui donner le maximum, mais que cette personne avait vraiment du mal à s'intégrer, à vivre en communauté, qu'il agressait potentiellement des femmes. Il y a également un témoignage sur Twitter qui va dans ce sens-là. Et là, les gens du coup sont en train de se mobiliser, de lui donner beaucoup d'argent, etc. Alors en fait qu'on n'est pas vraiment sûr de l'histoire, de ce qui se passe exactement. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça me semble être un sujet important, encore plus vu le nombre de témoignages quand même qui commencent à sortir. Bon, et pour ne pas finir sur cette actualité qui n'est pas très positive, je vais vous parler du retour de Phoebe Philo. Pour rappel, Phoebe Philo était la directrice artistique de la marque Céline jusqu'en 2017 et son travail était vraiment particulièrement apprécié. Elle a marqué toute une ère chez la marque qui encore aujourd'hui suscite pas mal de nostalgie. Par exemple, le compte Instagram Old Céline où on voit donc les collections de Phoebe Philo de l'époque à 360 000 abonnés, enfin c'est assez énorme. Et donc bien évidemment, tout le monde attendait son retour avec impatience. C'est finalement le 30 novembre 2023 qu'elle a mis en ligne les premières silhouettes de sa collection. Alors, on n'a pas eu de défilé, je pense que pourtant il aurait vraiment très bien fonctionné, mais
Peut-être qu'elle n'a pas encore le budget nécessaire, etc. pour mettre tout ça en place, mais en tout cas, les photos de sa collection ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et surtout, plusieurs produits ont fait rupture de stock, malgré le fait que les prix aient suscité pas mal de réactions, puisqu'il fallait compter par exemple 2500 à 6000 $ pour un sac et 3200 $ à peu près pour une veste. Même s'il y a quelques avis mitigés et que sûrement beaucoup auraient voulu un retour un peu plus puissant, je pense que les fans de la marque sont bien contents de la retrouver. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ce récap vous a plu, que vous avez tenu bon parce qu'il est quand même assez long. Il y a eu pas mal de défilés qui ont marqué l'année, beaucoup de personnalités, beaucoup d'actualités. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire s'il y a peut-être des choses que j'ai loupées ou qui vous ont marqué dans cette année. Je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok si jamais vous voulez des actualités un peu plus spontanées. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.